Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Nous sommes à 6 mois tout juste de la conférence sur le climat qui doit se tenir en décembre à Paris. Une réunion préparatoire avec les représentants des 196 pays se tient en ce moment même en Allemagne, à Bonn. L'objectif, je vous le rappelle, c'est de parvenir à un compromis pour contenir la hausse de la température moyenne de la Terre à 2 degrés. Alors, où en sont aujourd'hui les négociations? Peut-on parvenir cette fois à un accord après l'échec de Copenhague en 2009? Et si c'est l'échec, quelles conséquences pour nous et pour notre planète? On va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Corinne Lepage, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ancienne ministre de l'Environnement et présidente aujourd'hui du Rassemblement citoyen. Brice Lalonde, bonsoir. Merci d'être avec nous. Conseiller spécial au Pacte mondial des Nations Unies pour le développement durable. Jean-François Toussaint, bonsoir. Vous êtes professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes, cardiologue et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Et nous parlerons ensemble notamment des impacts du réchauffement climatique sur la santé, parce que ça interpelle sans doute les citoyens. Philippe Germain, bonsoir. Vous êtes directeur général du WWF, du Fonds mondial pour la nature. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. C'était le 22 mai. Le climat est positif. Je pense que tout le monde souhaite qu'il y ait un accord. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Mais les questions sont très, très compliquées. Et il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a 196 parties à cet accord et que pour obtenir un consensus entre 196 parties, par définition, c'est pas facile. Corinne Lepage, vous êtes confiante ce soir? Vous dites oui, dans 6 mois, on trouvera, je pense, un accord. Oui, je pense qu'il y aura un accord à Paris, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il y aura dedans. C'est ça le vrai sujet. Là-dessus, effectivement, plus ça va, plus on a l'impression que notre ministre des Affaires étrangères est inquiet. Je pense qu'il a peut-être des raisons de l'être. Parce qu'effectivement, où va-t-on mettre la barre? Est-ce que tout le monde va prendre des engagements? Mais des engagements, c'est bien. S'ils ne sont pas sanctionnés, contrôlés, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis l'argent dont on a besoin, est-ce qu'il sera sur la table ou est-ce qu'il ne le sera pas? Vous voyez, c'est des choses assez simples, mais en fait très, très compliquées à obtenir. Donc on a compris, on va en reparler justement du contrôle, des engagements qui seront pris et de la question du financement qui est quand même aussi au cœur de ce dossier. Brice Lalonde, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de tous les États du danger que représente le réchauffement climatique? Est-ce que ça, c'est acquis? Oui, je le pense, oui. C'est la première fois qu'on a Obama, par exemple, qui veut un accord, même si son congrès n'est pas forcément d'accord avec lui. Lui, il le veut, et donc on a une fenêtre. Les Chinois veulent absolument aussi qu'il y ait un accord, à leur façon, mais ils ont une pollution absolument terrible, et ils vont lutter contre cette pollution qui vient du charbon. Et par conséquent, oui, il y a maintenant un mouvement général pour vouloir un accord. Ah, évidemment, il y a 195 États. Et donc, ce qui est très difficile, c'est que les 195 États défendent d'abord leurs intérêts nationaux. La planète, ça vient après. Alors, ça m'intéresse parce que vous êtes conseiller spécial au Pacte mondial des Nations Unies. Et aujourd'hui, Ségolène Royal, dans une tribune chez nos confrères du Monde, a eu des mots très durs, justement, concernant l'ONU. Elle dit finalement, il y a des spécialistes qui viennent, des grandes délégations, et finalement, ça ne fait pas avancer les choses. Il faudrait finalement qu'il y ait les chefs d'État et de gouvernement autour de la table. Parce que c'est eux qui prennent des décisions. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. L'ONU, il faut un peu la mettre un peu de côté dans cette affaire. Pas tout à fait, parce que l'ONU, c'est ce que les États veulent bien lui laisser faire. Ce sont les États qui commandent à l'ONU. Donc, rien n'interdit à Mme Royal et à d'autres de convoquer un sommet des chefs d'État et de faire quelque chose. Donc, il faut pas se plaindre de l'ONU, il faut bouger à côté. Vous savez, à Copenhague, les chefs d'État sont venus et ils ont accouché d'un accord de 2 pages qui était remarquable, l'accord de Copenhague. Donc, ce n'était pas un échec, ils ont fait leur boulot. Vous savez, ce ne sont pas les négociateurs qui vont régler la question du climat. C'est l'ensemble de l'économie mondiale. C'est la transformation de l'économie mondiale. C'est le G20. Ce sont les chefs d'État des pays les plus riches. C'est eux qui vont modifier, changer et parvenir à un accord. Le seul problème pour l'instant, c'est que l'ONU est le seul endroit légitime où vous avez les 195 États de la planète, et donc il faut aussi qu'ils se mettent d'accord. Le plus important, c'est ce que disait Corinne, le plus important, c'est le signal de l'accord. Il va donner un signal. Ce ne sera pas le contenu, mais ce sera le signal de l'action, et enfin, tout le monde va pouvoir agir.
Philippe Germain, on n'a pas le choix, il faut y parvenir à cet accord. On rappelle qu'aujourd'hui, seulement 38 pays ont remis leur objectif de réduction. C'est pas beaucoup quand même sur 196. C'est pas beaucoup. Alors il y a un certain nombre de grands pays, donc c'est vrai qu'il faut voir les pays en fonction de ceux qui émettent et ceux qui émettent moins, mais c'est pas beaucoup. Et le temps presse, puisque l'objectif, c'est que les pays aient tous rendu leur copie avant la conférence qui a lieu en décembre. Et puis qu'on puisse analyser leur copie, parce qu'aujourd'hui, la copie, d'après ce que je crois savoir, elle est autour de 3,6 à 4 degrés. Or, les scientifiques nous disent tous, il ne faut pas dépasser 2 degrés. Ça, d'ailleurs, c'est un acquis de Copenhague. Il ne faut pas dépasser 2 degrés, parce que si on dépasse 2 degrés, concrètement, pour nos téléspectateurs, ça veut dire quoi pour notre planète? Mais ça veut dire, c'est pas uniquement une question d'environnement, ça veut dire que tout va être un peu bouleversé. Au fond, c'est la façon dont on vit sur cette planète. Il y aura des problèmes pour se nourrir, il y aura des problèmes de population qui vont migrer, il y aura des problèmes d'eau, donc c'est l'ensemble de la façon dont nous vivons sur cette planète. Température du corps humain. Si vous êtes à 37 degrés, ça va. Si vous avez 2 degrés de plus, vous n'allez pas bien. Si vous avez 4 degrés de plus, ça y est, vous êtes à l'article de la mort. C'est la même chose pour la planète. Oui, et il faut comprendre aussi, en complément de ce qui vient d'être dit, et que nos scientifiques disent qu'au-delà de 2 degrés, ils ne savent pas les mécanismes qui pourraient être mis en œuvre par la planète elle-même en termes de réaction. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, ça fait maintenant quelques années, on s'est rendu compte qu'une des conséquences du réchauffement climatique, c'était le dégel du permafrost et le dégagement possible de méthane qui est stocké donc dans le permafrost, c'est-à-dire dans les zones de la Sibérie, dans toutes ces zones-là. Bon. Ça, on ne le savait pas. Bon. La question, c'est qu'est-ce qu'on va encore découvrir au fur et à mesure que le temps va passer et que la température va monter. Ce que disent les scientifiques, c'est qu'au-delà de 2 degrés, on ne sait plus dire rien du tout. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Alors justement, Jean-François Toussaint, parce que c'est ce qui interpelle, moi je pense aussi les citoyens, c'est sur l'aspect santé. Quel impact aujourd'hui le réchauffement climatique a-t-il sur la santé? Parce que par exemple à Paris, on parle de la pollution. Non mais il faut parler concrètement. On parle de la pollution. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont de plus en plus de bronchites, des bronchites qui durent de plus en plus longtemps. C'est ça aussi l'impact du réchauffement climatique sur l'être humain? Alors l'impact, il va être multiple. On va avoir des mesures qui vont aboutir à des effets directs. Ce sont les 35 000 décès supplémentaires qu'on a connus en 2003 en France, 50 000 au niveau de l'Europe. Ce sont les 1000 décès quasiment chaque jour en ce moment en Inde. Et ça, c'est directement lié à l'inadaptation à l'élévation thermique dont parlait Brice Lalonde tout à l'heure. Ce sont des points sur lesquels nous n'avons pas des réglages suffisants pour pouvoir limiter la façon dont nous éliminons la chaleur à l'intérieur. Donc dès que la chaleur est extrêmement forte à l'extérieur, et en particulier la nuit, on voit que les personnes, et en particulier les plus vulnérables, les personnes âgées, vont avoir une propension beaucoup plus importante à passer sur des coups de chaleur. Deuxième point, ce sont des effets indirects. Ces effets indirects-là, on les a vus aussi dans ces mêmes vagues de chaleur en Russie en 2010 et aux États-Unis en 2012, avec une diminution des productions agricoles. 14%, 12% en France sur le maïs, le blé, sur les céréales les plus importantes. Ces effets-là ont des effets immédiats tant sur le plan économique que sur le plan de l'ensemble des ressources amenées. Et puis il y a des effets qui sont issus de ces interactions qui vont être entre la biodiversité, entre le réchauffement climatique, entre la récession économique, qui ont des liens très forts les uns avec les autres et qui pourraient à ce moment-là aggraver certaines situations. Donc c'est sur tous ces domaines-là que les relations ne sont absolument pas linéaires. C'est jamais une relation simple sur laquelle on puisse se dire on va suivre quelque chose et donc on en a l'effet. Ce sont toujours des réactions très complexes et il faut qu'on puisse mieux comprendre cet aspect-là pour mieux les prévenir. Mais sur l'aspect santé, par exemple, aujourd'hui, est-ce que notre système respiratoire est en danger à cause justement du réchauffement climatique et des émissions de carbone ? Alors, triple effet, effectivement, celui thermique, celui des polluants et celui des polluants en conditions de chaleur. Et ce sont des effets à partir de ce moment-là qui sont des effets cumulatifs. On en voit les impacts très forts sur un certain nombre d'espèces animales. Nous ne sommes pas différents sur le plan de la physiologie d'un grand nombre de ces animaux qui nous entourent et dont certains sont en extinction, pas seulement par l'exploitation qu'en fait l'espèce humaine, mais beaucoup aussi par ces conditions changeantes de la biodiversité, changeantes du climat et changeantes de l'environnement. La question, c'est est-ce que nous avons l'ensemble des systèmes qui nous permettent de prévenir tout cela? C'est à ça aussi qu'il faut se consacrer. Philippe Germain, je vous vois un peu sceptique quand Jean-François Toussaint parlait justement de l'impact sur la santé notamment. Alors, il y a deux sujets. Vous ne voyez pas tout à fait adhérer à ce qu'il disait. Globalement, je crois que le problème le plus important pour nous, c'est le charbon.
Le charbon, c'est 45% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 40% d'électricité produite dans le monde. Et le charbon émet plein de polluants, du CO2 bien sûr, mais aussi du SO2, etc. Et c'est ces polluants d'ailleurs qui avaient conduit au plus acide dans les années 70 en Europe et qu'on retrouve en Chine et autres. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les Chinois essayent, le gouvernement chinois essaye de réduire la part de charbon. Et effectivement, le dioxyde de soufre, alors là, pour le coup, c'est très mauvais pour la santé. Le CO2, je suis plus d'accord avec vous que ça perturbe des grands équilibres. Par exemple, si vous parlez des espèces, l'ours blanc sur la banquise, c'est vrai que il disparaît parce que c'est la banquise qui disparaît. Donc, c'est en fait son biotope qui est en train de se réduire, donc sa nourriture, et donc l'animal est en voie de disparition, pas totalement d'extinction, mais de disparition. Vous prenez une antilope, c'est sûr qu'elle a 4 pattes, donc elle peut bouger s'il y a de la sécheresse. Le lion ira derrière parce qu'il veut la manger, mais si elle va à l'endroit où il n'y a pas d'herbe, l'antilope mourra. Donc, si vous voulez, et quand on prend les animaux, il faut aussi regarder un peu ce que sont les humains, parce qu'au fond, la vraie question, c'est qu'il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B. C'est ce que disait Donc, aussi, ouais. on est là sur un vaisseau spatial qui est la planète. En l'espace de 2 siècles, l'homme a construit une civilisation qui va bien au-delà de ce qu'il pensait créer. Et cette civilisation est en train, effectivement, de détruire son biotope. Alors, moi, je crois à la sagesse, j'espère, croire dans la sagesse. Moi, je ne suis pas trop d'une ONG, donc on fait tout pour qu'il y ait un accord, que cet accord soit lié aux objectifs scientifiques et qui puisse amener à des discussions, parce qu'on n'arrivera pas à tout résoudre. Il y a tellement de sujets sur la table, entre l'équité entre les pays, entre ceux qui ont émis du gaz carbonique depuis le 19e, ceux qui commencent maintenant. Le nombre de sujets qui sont à discuter dans cet accord sont considérables. Par contre... En fait, il faut parvenir à quoi alors? Parce que c'est concrètement, Corinne Lepage, on a bien compris ce que nous dit Philippe Germain, c'est qu'on ne pourra pas tout résoudre au mois de décembre, mais il faudrait parvenir à quoi? S'il y a 1 ou 2 points qu'il fallait... Il y a des points majeurs quand même. Le point majeur, c'est l'argent. Est-ce qu'on va avoir de l'argent sur le fonds vert qui est fixé à 100 milliards de dollars pour 2020? On n'a que 10 milliards pour le moment. Et le deuxième point, c'est effectivement... Par an, oui, bien sûr, mais à partir de 2020. Et le deuxième point, c'est effectivement les engagements. C'est-à-dire qu'est-ce que chaque État est prêt à faire comme engagement qu'il tiendra et dont on s'assure qu'il le tiendra pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Voilà, les sujets, ils sont là. Et c'est là-dessus que je trouve que Ségolène Royal a assez raison. Ça, c'est des décisions qui vont se prendre au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est pour ça que c'est un peu angoissant qu'il n'y ait aujourd'hui que 38 copies, si je puis dire, parce que les copies, ça, c'est les engagements des États. Donc, ça se prend effectivement au plus haut. On peut saluer d'ailleurs l'engagement de l'Union européenne quand même. Hein. Ah ben, l'engagement de l'Union européenne... La réduction de 40%. Nous, on a voté, puisque j'étais député européen à l'époque où ça a été fait, on a voté une feuille de route qui était quand même assez ambitieuse, puisque c'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Je dirais que c'est l'engagement le plus fort. Oui, mais ce ne sont que des engagements. Oui, mais... Ça veut dire quoi, ça, ce ne sont que des engagements? C'est-à-dire qu'on peut signer, on peut dire par écrit, on s'engage, et puis finalement, on ne fait pas concrètement. Pardonnez-moi, au niveau de l'Union européenne, c'est des engagements sanctionnés. Parce que quand vous prenez un engagement au niveau communautaire et que vous ne le suivez pas, vous avez la Cour de justice qui vient vous le dire et qui vient vous faire payer des amendes parce que vous ne l'avez pas fait. Absolument. Donc, et pour autant, on voit bien qu'un grand nombre de ces engagements-là n'ont pas réussi à atteindre l'ensemble des objectifs qui avaient été mis jusqu'à présent. L'Europe a quand même... Pour ce qui était prévu, elle est à peu près, pas tout à fait, mais enfin l'Europe est à peu près dans les clous. Que d'autres. À peu près dans les clous. Mais l'Europe, ça ne suffit pas, c'est jamais 11% des émissions de gaz à effet de serre du total, l'Europe. Hein. Bon. Donc voilà, il faut effectivement obtenir des engagements beaucoup plus importants. Sur ce que disait oui, allez-y, Germain. Salon. Nous sommes en train de vivre un duel, comme dans un western. D'un côté, il y a le charbon, de l'autre côté, il y a l'humanité. L'un des deux va mourir. Il vaut mieux que ce soit le charbon. La question maintenant, c'est vraiment de se débarrasser du charbon. L'Europe, qui en effet a fait beaucoup de progrès, est néanmoins en train d'importer du charbon à la place du gaz. C'est très grave. Il faut de la cohérence. Oui. Il faut que nos politiques soient sérieux et que progressivement, ils disent qu'il ne faut plus de charbon. Et le problème aujourd'hui, ce sont les pays en voie de développement parce qu'ils ont énormément de commandes de centrales à charbon, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de moins cher pour l'instant. C'est pour ça que toutes les entreprises qui maintenant commencent à se mobiliser disent
Mais enfin, mettez un prix au carbone. Ouais. Tant que le charbon est moins cher que le solaire, je ne peux pas faire du solaire. Et donc, il faut que, là encore, les chefs d'État, elle a raison, Ségolène, là-dessus, les chefs d'État se réunissent dans un sommet et disent, bon, on bannit le charbon. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le marché carbone pour nos téléspectateurs, le principe du marché carbone? Le marché carbone, c'est que dans une géographie donnée, les autorités vont baisser les émissions de manière autoritaire en disant, aujourd'hui, on est à tant de tonnes, dans 10 ans, il faut qu'on descende encore. Et pour y arriver, on donne aux usines des quotas, des allocations. Elles ont le droit d'émettre et elles ont le droit, si elles ont investi et qu'il leur reste des droits supplémentaires, elles ont le droit de le vendre à une autre entreprise qui n'aurait pas eu le temps d'investir ou qui va considérer que pour l'instant, il vaut mieux qu'elle achète des quotas. C'est un système, si vous voulez, pour donner un prix au carbone. Alors, on l'a fait en Europe. Sauf que ça a très mal fonctionné parce qu'on a donné beaucoup trop de quotas, beaucoup trop, ce qui fait que le prix s'est complètement cassé la figure. Et on a un prix maintenant qui est totalement dérisoire, qui doit être à 5 € ou quelque chose comme ça la tonne, ce qui est ridicule, puisqu'il faudrait... Ce qui n'incite pas finalement les entreprises à vendre leur carbone. Il faudrait que ce soit 30 € pour que ça commence à avoir un petit intérêt. 100 €, dit Brice Lalonde. Oui, parce que le problème, c'est de déplacer les investissements. Oui. Le problème, c'est que les entreprises doivent comprendre que les gouvernements souhaitent qu'elles investissent dans les énergies renouvelables et pas dans les énergies fossiles. Donc, c'est un signal donné aux investisseurs. Parce que le principe donc, du marché, je vais vous faire réagir, je vais vous faire tout de suite réagir, Jean-François Toussaint, mais le principe donc, du marché carbone, c'est-à-dire que des entreprises peuvent vendre finalement leurs droits carbone qui peuvent être rachetés en fait par d'autres. Mais sous un plafond qui diminue. Qui baisse, qui est en baisse constante. On s'est engagé à baisser. Et c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne voit pas depuis l'ensemble des éléments qui ont été à un moment donné mis en lumière pour l'avenir, c'est-à-dire depuis globalement 72, depuis le rapport Meadows, l'évaluation qui a été faite il y a 4 ans de ce rapport montre que la seule voie qui a été suivie, c'est business as usual. C'est-à-dire qu'on continue sur les traces qui avaient été à un moment donné prédites comme étant le comportement le plus probable. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? C'est effectivement, le charbon est celui des énergies qui va être l'un des plus polluants, mais les producteurs de CO2 sont l'ensemble des énergies fossiles, gaz, pétrole inclus, c'est-à-dire ceux dont nous dépendons chaque jour dans l'ensemble de nos capacités à éclairer, à nous vêtir, à nous nourrir, à apporter un certain nombre d'aliments. Comment on fait pour résoudre ce problème-là dans un contexte de développement qui est celui à la fois d'une Europe qui est avancée dans son domaine et des pays émergents qui souhaitent obtenir l'ensemble des mêmes qualités? C'est très loin d'être résolu, mais ce que le GIEC présente néanmoins, c'est que si l'on consomme la totalité des réserves connues, que ce soit en charbon, en gaz, on est à 6 degrés, largement dépassé à la fin de ce siècle. Et à 6 degrés, mais il n'y a plus aucun contrôle. Déjà qu'à 2 degrés, on ne sait pas du tout ce qui peut se produire, mais à 6 degrés, c'est... Donc là, il y a vraiment urgence de mettre en place des énergies alternatives. Les énergies renouvelables. Mais alors justement, on va en parler des énergies renouvelables, parce qu'il faut quand même le temps de mettre toutes ces structures en marche et qu'elles produisent autant que ce que peut produire le charbon, qu'elles produisent autant que le pétrole. On va en parler dans la seconde partie de notre débat, justement, de ces énergies renouvelables. Et puis on parlera aussi des États-Unis et de la Chine et des pays émergents, parce que eux, ils ont besoin, il y a beaucoup de monde, il y a 1,4 milliard de personnes en Chine, et la croissance chinoise a besoin de charbon. Alors quelle alternative? Est-ce qu'on peut les aider financièrement? Parce que la question du financement, vous le disiez, Corinne Lepage, est au centre quand même des négociations. À tout de suite.